On est parti. Ouais. Cette vidéo est réalisée à la demande d'Ecosciences Sud, Provence, Alpes, Côte d'Azur et propulsée par Play Azure Prod. Elle a été écrite en collaboration avec Matteo Treneani, enseignant-chercheur au laboratoire des sciences de l'information et de la communication sous tutelle de Université Côte d'Azur. Moi, je suis monté de Linguisticae. On m'a chargé de t'interviewer dans le cadre des vidéos éco-scientifiques. Est-ce que tu peux te présenter peut-être déjà? Oui, avec plaisir. Je suis Matteo Treleani, je suis enseignant-chercheur à l'Université Côte d'Azur, maître des conférences en sciences de l'information et de la communication. Je suis plus spécifiquement sémiologue Mhm. et je m'occupe d'analyser les médias dans mes recherches. Et je suis spécialisé surtout dans tout ce qui concerne l'archivistique audiovisuelle et la numérisation des archives. Donc tu travailles beaucoup sur des images de la télévision, du coup j'imagine. Oui. Télévision française, télévision européenne, télévision... Dans les derniers projets qui viennent de se clôturer en 2024, j'ai travaillé sur des images de la télévision française et italienne. D'accord. Avec les deux mises en comparaison, pas du tout. Et en comparaison, en particulier, on s'est focalisé sur les journaux télévisés, chose que les chercheurs font souvent parce que les journaux télévisés sont très bien documentés, ce qui aide à les analyser. Et j'imagine que d'ailleurs, ils sont aussi très regardés. Ça doit faire... Je crois qu'en France, ça fait partie des émissions qui font régulièrement des pics d'audience, en tout cas. Tout à fait, ça dépend effectivement des chaînes, des horaires de l'édition du JT. Après, il faut savoir que la télévision reste un média très regardé, euh, Mhm. mais ça diminue, ça se voit de toute façon de manière assez claire avec les jeunes générations qui regardent plutôt, parfois regardent les JT ou la télévision, mais à travers les plateformes ou à travers euh, la médiation des smartphones. Et donc, ils regardent plutôt des remédiations des sujets des JT lorsqu'ils sont postés sur TikTok, YouTube. Ce qui veut dire finalement que les jeunes, on dit que les jeunes ne regardent plus la télé, mais ils la regardent via d'autres canaux finalement. Ouais, c'est ce que je pense. En tout cas, il y a pas mal d'études sur les sujets. C'est pas très facile à trouver parce que les plateformes sont compliquées à analyser dans leur globalité. Mais par exemple, en ce qui concerne l'actualité, il y a une étude de 2023 qui avait analysé sur YouTube les composantes des médias traditionnels euh, comme participation à l'actualité sur YouTube. Et les 49% viennent des médias traditionnels, donc des télévisions ou de la Ok. presse. Ça, j'aurais pas pensé que ça pourrait être autant. Les restes viennent de YouTubeurs comme toi. Mais quand même, la, la Ouais. moitié, c'est des médias, disons, traditionnels, c'est-à-dire des industries médiatiques. Ok. Du coup, franchement, je prends directement, comme tu as lancé directement un sujet qui m'intéresse, je le sais yeux vol, hein, plutôt que je vais préparer des questions, mais je vais directement saisir le truc. Ouais, ouais, du coup, une question qui me vient spontanément, c'est est-ce que le fait qu'une partie de l'audience désormais passe via pas forcément les canaux historiques de diffusion, mais repasse par d'autres canaux annexes, mais que c'est le même contenu, est-ce que c'est pris en compte ça dans la production audiovisuelle? C'est-à-dire quand on fait un JT de télé, est-ce qu'il est pensé pour pouvoir isoler des séquences qui pourraient être repostées? Est-ce que c'est enfin, vraiment est-ce qu'ils intègrent en fait cette dimension Je pense que c'est de plus en plus intégré. Pense à des médias comme Brut, par exemple, qui réutilisent des sujets des JT pour les rediffuser. Donc, ça arrive dans les chaînes traditionnelles. Ça dépend évidemment des auteurs. De mon point de vue, c'est quelque chose qui est de plus en plus intégré aussi par les acteurs qui font l'actualité. Euh, Ouais, Si on pense au fameux j'étais, c'est ma vidéo qui a freeze, hein, t'inquiète. d'accord. Tu penses à la fameuse rencontre entre Trump et Zelensky à la Maison-Blanche en février 2025.
Et à la fin de la rencontre, Trump affirme It's going to be great television. Voilà, là, Oui. qu'est-ce qu'il fait? En fait, il est en train euh, d'essayer d'orienter la réutilisation de ces images. En fait, c'est lui qui décide de comment elles vont être utilisées. Et donc, c'est lui qui essaye d'orienter en fait la représentation des événements en réalisant, en essayant de secouer, euh, de disrupter un peu la communication pour faire beaucoup de bruit et donc pour faire parler de lui. D'ailleurs, je crois que cette séquence, elle a été isolée, elle a été reprise, notamment dans, je crois, une introduction de chronique de quotidien. Oui, Pendant longtemps, ils ont des génériques de chroniques. Et je crois que ça a été complètement intégré dans la partie chronique politique. oui, je regarde souvent le quotidien avec mes enfants effectivement, cette séquence revient souvent. De toute façon, il y a pas mal de reprises, de rémédiations de cette séquence. Et c'est assez intéressant parce que c'est les genres de séquences, la rencontre officielle, protocolaire entre deux chefs d'État dans la salle ovale, non, de la Maison Blanche, c'est quelque chose qui est très standardisé. On est habitué à voir euh, une série de séquences qui sont facilement reprises et réutilisées sans que l'on sache précisément à quelle période, à quel moment elles appartiennent, parce qu'on les utilise juste pour montrer, par exemple, je ne sais pas, Trump et Macron, Trump Ouais. et notre chef d'État. Mais dans ces cas-là, cette séquence a été tellement euh, spécifique, tellement précise. Euh, Tu te souviendras, par exemple, qu'il y a J.D. Vance qui intervient et parle avec Mhm. Zelensky, alors que normalement, c'est que les deux chefs d'État qui dialoguent. Donc, en fait, ils ont mis en scène quelque chose qui est resté, qui probablement restera comme une rencontre historique. Et donc, ils ont voulu rendre l'image emblématique. Donc Et en gros, essayer de faire en sorte que si je comprends bien, cette séquence soit la moins générique possible. tout à fait. Oui. Et en même temps, ça relève d'une forme d'intentionnalité, d'éditorialisation de ses propres images. En fait, ça leur donne une forme de contrôle sur ces images-là pour ancrer quelque part un événement genre dans le temps, pour vraiment qu'on puisse en souvenir. Enfin, on C'est peut comprendre. c'est ce que je pense que on peut interpréter les choses comme ça. En 2018, Steve Bannon avait dit We have to flood the zone with shit. On doit envahir la zone, c'est-à-dire les médias, des merdes. Et l'objectif était clairement affiché, celui de propager une grande quantité de contenus, d'informations, d'images, et c'est là avec tous les moyens possibles, donc en utilisant des médias traditionnels, mais aussi en faisant des annonces, évidemment le pouvoir d'un chef d'État, du président des États-Unis, en faisant des annonces, c'est un pouvoir de redondance dans les médias du monde entier très important. Et cela permet donc d'orienter, de faire de l'agenda setting, chose très traditionnelle des médias, mais aussi un peu d'orienter en fait les contenus des informations dans le monde entier et d'orienter aussi la réutilisation des images. Donc, Et oui, ce que je comprends, c'est que par exemple, si jamais je veux transposer la même chose en France, est-ce que le fait que par exemple des prises de parole comme celle d'Emmanuel Macron se fassent dans des cadres qui sont tout le temps des cadres différents, c'est-à-dire nouveaux types d'émissions, nouveaux dispositifs médiatiques, pour finalement, en fait, parce que là, je pense à ça, parce qu'en fait, là, au moment où on est en train d'enregistrer ça, ça a eu lieu il y a quelques jours, en fait. oui, Le dispositif est nouveau, les intervenants, on a du Thibaut Inchep, du Salomé Saké, sont des intervenants nouveaux. Le dispositif médiatique est sans commune mesure, mais en même temps ne ressemble pas tout à fait à ce qu'on a pu déjà connaître, et pour autant, en termes d'annonce, on n'a pas eu grand-chose de plus, on n'a pas appris grand-chose de plus. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une forme là aussi d'empêcher d'avoir des images un peu génériques, ou c'est moi qui extrapole? je pense que ça marche comme ça, mais ça marche comme ça depuis toujours. En fait, Ah oui, d'un côté, on souhaite la même chose était faite par Berlusconi, donc un Italien. Et il essayait de faire des actes un peu que l'on pourrait juger des vulgaires pendant des rencontres protocolaires. Faire attendre, par exemple, Angela Merkel lors d'un événement de l'OTAN parce qu'il était au téléphone. L'image a été reprise, commentée par le monde entier.
Mais en fait, que se passe-t-il? Cette image-là ne pourra jamais être réutilisée n'importe comment. Ce sera toujours Mhm. une image très spécifique qui représente ça, représente le fait que Berlusconi, malgré la rencontre protocolaire, il s'est comporté comme une personne quelconque. Donc finalement, un objectif populiste qui peut être critiqué par certains, mais ça reste quelque chose d'ancré en fait dans sa politique, dans sa pensée. Donc Donc si je comprends bien, c'est dans l'intérêt, si on pense à l'intérêt de ces personnalités politiques dont on parle depuis tout à l'heure, l'idée c'est d'avoir un plus grand contrôle sur la réutilisation possible des images et en fait réduire ce périmètre, j'imagine. je pense que l'objectif, c'est ça, c'est que en essayant de rendre les images difficiles à utiliser d'une manière qui n'est pas celle qui a été pensée dès le départ, et donc en les rendant très spécifiques et emblématiques, donc de façon qu'elles représentent des coordonnées spatio-temporelles très précises, par exemple Trump et Zelensky, elle ne pourra jamais être réutilisée d'une autre manière parce qu'on va toujours se souvenir de cet événement-là. Donc on ne pourra pas réutiliser les images comme en disant voilà, en évoquant juste Trump ou juste Zelensky, en illustrant ces deux personnalités par ces images-là, parce que ces images-là sont ancrées dans un événement bien précis. Hmm. Et cela signifie que c'est Trump qui gouverne en fait la réutilisation des images, ou du moins essaye en fait d'orienter cette réutilisation. Je Ok. pense que c'est quelque chose qui a toujours eu lieu. Aujourd'hui, on la voit, elle est juste plus évidente. Ça se voit davantage parce qu'on a une plus grande quantité d'espace de diffusion et de distribution, beaucoup de manières pour réutiliser, pour remontrer les images. Et aussi parce qu'on a des personnalités qui en font un usage, disons, moins nuancé que ce que l'on faisait avant. Mais c'est quelque chose qui n'est fait que dévoiler un système de fonctionnement de l'infrastructure médiatique qui était déjà là. Qui était déjà là depuis toujours, ou est-ce que par Internet a été quand même un moment de bascule sur le fait qu'on est vraiment dans un règne, enfin, comme tu l'as dit, aujourd'hui il y a de la vidéo partout. Genre je prends mon téléphone, je scrolle sur Twitter, sur Blue Sky, j'en sais rien, je fais tomber sur des vidéos en tous sens, alors que à l'époque du flux linéaire, la vidéo elle est là à la télé, mais elle n'est pas présente Alors, autrement, quoi. Euh, alors, moi, je pense qu'on peut prendre l'exemple suivant. Euh, Quand la télévision a été inventée, Ouais, les premiers problèmes, c'était comment faire pour nourrir ces flux audiovisuels potentiellement illimités. Donc, au début, on ne diffuse que quelques heures, que quelques soirs, que quelques jours. Puis petit à petit, entre les années 70 et la fin des années 90, on passe je pense, de 7 chaînes en France à 180 chaînes. Donc, on se retrouve avec un flux audiovisuel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pratiquement illimité. Donc, les problèmes à l'époque, et pourquoi on invente cela? En fait, on invente un système médiatique de broadcasting qui doit être nourri. Donc, en fait, à l'époque, les systèmes productifs audiovisuels n'arrivent pas à faire face à ça. Et c'est pour ça que ce que l'on fait dans les années 60, par exemple, c'est qu'on achète des films et on rediffuse des films tout le temps pour combler l'espace inutilisé. Donc, on voit que la quantité, la largeur des espaces de diffusion, en fait, ne fait pas suite aux capacités productives, mais c'est le contraire qui se passe, du moins chronologiquement. mm, La capacité productive vient faire face à des espaces de diffusion qui sont très larges. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il après? On augmente ces espaces avec YouTube, par exemple, là où on est. Et donc, on invente c'est quoi, 2006, hein, les User-Generated Content. Les User-Generated Content, c'est quelque chose qui permet une liberté d'expression extraordinaire. Mais en même temps, ça montre comment on ouvre l'espace et puis on demande aux spectateurs, donc aux utilisateurs, qui après se professionnalisent comme toi, qui créent donc de nouveaux médias, etc. Mais en fait, ce sont eux qui vont devoir nourrir l'espace, encore une fois. Et aujourd'hui, les espaces de diffusion augmentent d'une manière démesurée, non, avec une grande quantité de plateformes, une grande quantité de manières de produire, de diffuser, etc. Et
bien, qu'est-ce qu'on voit? En fait, qu'est-ce qu'on diffuse dans ces plateformes? La plupart de ce qu'on diffuse sont des répétitions. En fait, ce sont des reprises d'images. La chose n'est pas nouvelle, ça date déjà de la télévision. Donc, les données des pôles légal de la télévision française, par exemple, on est en train de les analyser maintenant dans un autre projet. Entre 2013 et 2023, on a environ 70-75% des répétitions. C'est-à-dire que trois quarts de ce qu'on voit passer à la télévision sont des images qui ont déjà été diffusées au moins une fois. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait revoir à la hausse parce que les logiciels qui trouvent les redondances, en fait, trouvent des redondances, des séquences qui font au moins 7 secondes. Donc, il faut s'imaginer qu'il y a des images Ouais. courtes qui sont diffusées. Donc, ça doit être beaucoup plus. Et si on tient compte, par exemple, des JT, des news sur le terrain, c'est que je sais, surtout pour les chaînes privées, c'est qu'un sujet des JT est composé entre 70 et 100% d'images rachetées, d'images d'archives. Donc, il faut s'imaginer qu'on a cet énorme espace d'expression, de diffusion, et qui est essentiellement comblé par la réutilisation d'images, parce qu'on n'a pas assez de capacités productives pour combler l'espace. Et donc, si on va plus loin, l'intelligence artificielle générative qui Mm. automatise donc la création audiovisuelle, bien, c'est tout à fait cohérent. En fait, on a créé des espaces, on a augmenté les capacités productives, on a demandé à tout le monde de produire des contenus, et puis à un moment, on arrive à l'automatisation des contenus. C'est quoi le pouvoir de structure sur la société d'un journal télévisé qui du coup est massivement regardé et qui en plus est composé, comme tu le disais, entre 70 et 100% d'images de répétition? Est-ce qu'il y a certaines images, par exemple, qui vont revenir euh, quelques fois alors que d'autres vont revenir systématiquement? Est-ce que pour un même événement, du coup, on va systématiser une image ou deux images, je ne sais pas. Et est-ce que ça va structurer quelque part un peu notre vision de notre propre histoire, en fait, un rapport à notre propre histoire médiatique, politique ou culturelle? Est-ce qu'il y a vraiment un impact comme ça qu'on peut mesurer? En fait, ce qu'on a regardé dans le projet Crobora, qui était financé par l'Agence nationale de la recherche, on cherchait en fait la mémoire visuelle européenne. Et l'objectif Mm. était effectivement de voir comment la reprise d'images, justement, peut raconter différents souvenirs visuels de la construction européenne. Donc, en Europe, en Italie, par exemple, ou sur différentes chaînes à différentes périodes. On avait pris une vingtaine d'années d'écart entre 2001 et 2020 pour voir un peu si les choses évoluent, changent dans les temps. Et on s'attendait en fait à voir des différences, effectivement. On s'attendait à voir des images différentes. Et l'objectif, c'était essayer de comprendre pourquoi certaines images circulent davantage que d'autres, Mm. pourquoi certaines images sont liées à certaines périodes. Or, les résultats les plus frappants, c'est quand même que la plupart des images qui sont des visuels qui sont utilisés pour certains événements sont les mêmes dans toutes les chaînes, en France et en Italie, à différentes périodes. Et ce qui est frappant, donc, c'est cet effet des répétitions. Et alors, à ce point, la question, c'est qu'est-ce qui influence cet effet des Ouais. répétitions? D'où ça vient? Est-ce qu'on veut tout simplement répéter les mêmes images parce que l'on souhaite diffuser certaines images de l'Europe, par exemple? Alors, lié à la thématique européenne, par exemple, il y a la question question des frontières européennes, Ouais. de la crise migratoire. On a beaucoup parlé d'Europe autour de 2015, après la guerre en Syrie, justement parce qu'il y a eu une crise migratoire très importante, beaucoup d'arrivées en bateau, surtout en Italie, en À Méditerranée. Lampedusa, je me souviens, il y a que le pape notamment, on en a reparlé récemment. Tout à fait. Ouais. Et donc, lié à cet événement, qu'est-ce qu'on a? On a une grande quantité d'images des migrants, évidemment. Mm. Et les migrants sont représentés sur des bateaux, des fortunes qui traversent la Méditerranée. On retrouve très souvent les mêmes images qui sont reprises un peu partout. Bon, ça c'est tout à fait normal. Non, on parle de la crise migratoire, on parle de Lampedusa, on montre des images des migrants, de naufrages, etc. Ce qui est par contre assez intéressant, c'est le fait que ces images sont réutilisées partout et tout le temps. Mm. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on évoque la question migratoire,
on va montrer les images des migrants clandestins sur des bateaux. On les fait, à mon avis, sans forcément avoir une intentionnalité de parler de l'immigration comme d'un phénomène illégal. Parce que, par exemple, les phénomènes sont très présents dans nos données sur Arte. Alors, Arte, je pense qu'il y a une visée même humanitaire, la volonté de euh, parler du phénomène parce que le phénomène est important et intéressant. Sauf que la conséquence, c'est que l'on finit par associer la question migratoire avec des images qui sont très emblématiques et très fortes, comme les bateaux des migrants. Donc, je parle du bateau parce que dans nos données, sur 35 000 images d'archives, lorsqu'on parle des migrants, le bateau revient une fois sur trois. Donc, une fois sur trois, lorsqu'on a migrants dans les données, on a aussi les bateaux sur 20 ans d'images des journaux télévisés. Et non seulement concentrés en 2015, aussi après et aussi avant. Évidemment, il y a une histoire du bateau et des migrants, les bateaux des Italiens qui allaient à New York, des Ouais. Albaniens dans les Pouilles. Tout ça, c'est lié à un imaginaire. Comment? C'est pas. Donc ça veut dire que cette image du migrant sur le bateau, si jamais elle a beaucoup été utilisée pour illustrer la crise migratoire, en fait, elle existait déjà avant et on continue d'utiliser aujourd'hui, même pour des phénomènes migratoires qui ne concernent pas des bateaux, quoi. Tout à fait, c'est-à-dire que tu as des sujets des JT où Juncker rencontre Angela Merkel pour parler de l'immigration, on montre les bateaux. Donc on a tout de suite l'illustration bateau qui représente comme élément visuel générique la figure de l'acteur social migrant. Alors, on n'a pas l'image d'une maîtresse d'école, d'un professeur d'université ou d'un employé de la poste. On montre un bateau des migrants. Donc, en fait, on montre les phénomènes migratoires comme un phénomène ponctuel, problématique. Tout le monde le trouverait problématique, non? Que les migrants arrivent comme ça, c'est un problème. Donc, un phénomène qu'il faut arrêter, un phénomène illégal, et donc on associe l'immigration avec la question de la clandestinité. Après, ça, c'est quelque chose que l'on retrouve dans les études un peu partout, hein. On le retrouve dans Hmm. la presse aussi. Euh, mais là, c'est qu'on voit, parce que tu as posé la question, on a fait un long détour, désolé, c'était les pouvoirs des structures. Dans les projets Crobora, ce que l'on voit, c'est effectivement un vrai pouvoir des structures de l'infrastructure médiatique, du fonctionnement des JT, dans la réutilisation des images, qui finit par accentuer l'effet de réutiliser des images qui ont déjà été prises avant. Ça parce qu'on a une facilité des techniques d'accessibilité. On a des archives qui sont là, qui sont à disposition, que donc on réutilise. Et il y a un phénomène qui est lié un peu à comment on documente, comment on annote les images, comment on les réutilise. C'est-à-dire que la réutilisation des images est une composante essentielle de la façon de produire un journal télévisé. On parle d'immigration et on demande au bureau qui cherche des contenus euh, de France 2 ou d'une autre JT de chercher des images de l'immigration. Donc on va taper migrants et dans la base de données, on va retrouver les images étiquetées comme migrants. Donc, si les premières sont des images des bateaux des migrants, eh bien, on va tout de suite donner l'image du bateau au monteur qui va la monter dans les sujets des JT. Donc, il y a un système qui n'est pas forcément orienté avec des intentionnalités politiques claires, mais Ouais, un non, je comprends bien. produit en fait, par conséquent, quoi, une stéréotypisation. Parce que finalement, ce qui se passe, c'est que cette répétition industrielle, c'est précisément ce que l'on appelle un stéréotype. C'est-à-dire Ouais, ok, ouais, ouais, bien sûr. un Et jugement représentationnel, non? C'est quelque chose qui se fige dans l'imaginaire et qui finit par représenter l'acteur social du migrant comme quelque chose de très ancré sur sûrement certains détails et certaines caractéristiques plutôt que d'autres. est-ce que le JT, tu parles du pouvoir aussi du coup, du structure du JT sur le fait que des images passent dans un JT, en fait, elles ont plus de facilité à se retrouver ailleurs. C'est parce que, est-ce que le JT aussi c'est légitimant, c'est-à-dire ça valide une image? Hmm. Ça, c'est une bonne question. Certainement,
une image qui circule dans un JT, elle devrait être théoriquement pensée comme plus légitime qu'une image qui Mm. n'est pas dans un JT, n'est-ce pas? Or, c'était frappant que, par exemple, pendant la guerre en Syrie, euh, pas mal de JT réutilisaient des images des documentaires de propagande de Daesh pour représenter la guerre. Il y a pas mal de... Ah euh, ouais. ça peut se retrouver assez facilement. Donc, Euh, si je comprends bien, c'est-à-dire les images du coup Daesh, effectivement, je me souviens à l'époque, c'était un sujet, produisait des films de propagande les hymnes sauf- vraiment en mode blockbuster, vraiment quasiment avec des méthodes un peu hollywoodiennes, structurées par le cinéma américain notamment. Et si je comprends bien, c'est qu'une partie de ces images-là ont été elles-mêmes reprises par les JT pour pouvoir illustrer la guerre sur un terrain où des fois, effectivement, les journalistes ne pouvaient pas accéder. Il y a des ralentis assez frappants, non, de euh, personnes qui tirent avec un bazooka, par exemple, Ouais. Flames of War, qui était l'un des documentaires de Daesh, qui ont été reprises parfois par des JT juste pour représenter la guerre. Alors, dans ce cas, c'est très frappant parce qu'on a des images qui sont effectivement spécifiques, donc qui représentent, qui ont été filmées sur le terrain de guerre, donc qui Ouais. montrent la guerre et qui sont donc et ont des coordonnées spatio-temporelles très précises, qui sont réutilisées pour faire de la propagande. Donc, elles deviennent génériques par la propagande des Daesh. Elles représentent la guerre comme un phénomène indépendant des conditions spécifiques où elle se trouve. Et donc, elles sont aussi en fait manipulées de manière à les rendre attractives du point de vue esthétique. Non? On Mm. reprend les styles hollywoodiens, le style des jeux vidéo, les fameux ralentis. Finalement, ça remonte à Sam Peckinpah, non? Euh, les ralentis des fusillades. Et après, ces images sont reprises, donc elles redeviennent en quelque sorte spécifiques par les biais des recherches des éditeurs des JT pour représenter à nouveau la guerre en Syrie. Mm. Donc, ce phénomène, en fait, des circulations des images est très intéressant. Après, finalement, la chose qui me semble la plus frappante, c'est est-ce que nous, on est réellement touché par tout ça? C'est-à-dire, est-ce que, Mm. quand si tu demandes à une personne lambda et tu lui dis, mais en fait, tu te rends compte que les images que tu vois dans les JT ne sont pas réellement des images de la guerre en Syrie, elles sont mises en scène, elles datent pas d'hier, mais elles datent d'il y a 2 ans. Est-ce que quelqu'un serait étonné de tout ça? Moi, je pense pas. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie des on sait finalement que la plupart des visuels que l'on utilise sont des visuels essentiellement illustratifs qui ne sont pas censés représenter précisément ce qu'ils disent représenter. Et donc, il y a une sorte d'usage langagier des images. André Günther, il y a une dizaine d'années, parlait de l'image sociale et parlait plus précisément de l'image conversationnelle. Donc, il disait, en fait, l'image est devenue un outil de conversation, comme les émoticônes. Aujourd'hui, on a aussi des images que l'on, avec un aller-retour dans WhatsApp, par exemple, pour parler et dialoguer avec des proches. Mais je pense que ça se voit aussi à la télévision. À la télévision, ça se voyait déjà. Donc, il y a toujours eu un usage langagier et conversationnel, plus que conversationnel, disons, social, en fait, de l'image, et au sens où qu'elle ne représente pas précisément les saletés qu'elles étaient censées représenter à l'époque de la photographie. Et la conséquence de ça, à mon avis, c'est que finalement, le niveau de croyance est très faible, en fait. En fait, on ne croit pas vraiment à ce qu'on voit, parce que l'on sait que ce qu'on voit est essentiellement illustratif, que ce qu'on voit est essentiellement générique. Et donc, si le niveau de croyance est très faible, la conséquence, c'est que nous n'avons plus de bons repères pour savoir hein, à quoi il faut croire. Est-ce qu'il faut croire aux youtubeurs? Est-ce qu'il faut croire aux JT d'Arte et de France 2 ou aux théories complotistes diffusées par quelqu'un sur TikTok ou aux JT diffusés sur TikTok aussi, qui de toute façon, tout le monde utilise les images d'une manière assez peu précise et approximative. Mm. Donc en gros, tu veux dire, c'est que ce fonctionnement même d'utilisation des images
Aujourd'hui, en fait, et d'ailleurs, moi je pense, alors ça c'est mon avis, mais peut-être peux-tu me corriger, que beaucoup de créateurs de contenu, quand on a commencé, nous, il y a 10 ans, on avait en tête comme modèle la télé. Beaucoup de gens qui se sont lancés, on réfléchissait en termes de format, en termes de durée, alors qu'en fait, personne t'oblige à avoir une émission avec un générique qui fait une certaine durée sur YouTube. Mais beaucoup de gens réfléchissaient comme ça à l'époque, parce qu'on se disait c'est comme ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, on est beaucoup à utiliser du stock shot, parce qu'on paye des banques de données de stock shot, et moi maintenant, je reconnais les stock shots. Je sais, c'est-à-dire que quand je vois une émission passer, je sais chez quelle banque de données d'images ils sont allés, et parce que je sais, je les vois les mêmes, et je les vois passer aussi quand je fais mes propres recherches. Euh, Tu crois pas que nous, justement, on a appris de la télé Oui. euh, précisément, et qu'en fait la télé nous a apporté tous ces enseignements-là, enfin, enfin, quand tu parles de confiance, effectivement, est-ce que tu vas sur la confiance des images? En termes de pratique, en tout cas, j'ai l'impression qu'effectivement, on se copie un peu. Enfin, nous aussi, on a copié des recettes qui marchaient finalement bien. Enfin, la télé a eu des décennies pour pouvoir les mettre en place. Et naît aussi une contrainte économique, c'est-à-dire que on peut pas aller filmer tout le temps. La question sur laquelle je t'emmène et sur la question de la confiance, c'est euh, est-ce que tu crois aujourd'hui vraiment que ça induit vraiment comme tu le dis, vraiment une paire de repères? C'est-à-dire, si jamais en gros tu utilises les mêmes codes que la télé, mais pour dire des choses complètement fausses, je pense que les gens tombent dans le panneau parce qu'en fait le crédit qu'ils apportent aux images, finalement, il n'est pas plus important que sur une production un peu plus, une production télévisuelle classique. Enfin, c'est ce qu'on est en train de dire ou juste j'extrapole là aussi. Moi, je pense que en général, on a les repères un peu brouillés parce qu'on n'a pas des points de repère très clairs à qui faire confiance. Et en général, c'est tout le système médiatique qui est très approximatif à la base. Et la question de cette approximation du système médiatique est ce qui porte à la naissance, par conséquent, comme épiphénomène des fameuses fake news. En ce moment, je suis en train de travailler juste sur ce nouveau concept que j'appelle rough news, donc Ouais. actualités approximatives, hein, je dirais, et qui sont, de mon point de vue, la base en fait du système. Moi, je regarde les visuels, mais je pense que la même chose, peut les analyser de manière plus approfondie aussi dans les discours. Mais du point de vue visuel, le fait que tout soit essentiellement approximatif et, comme tu dis, l'usage des stock shots en fait partie, euh, porte par conséquent à parfois des éléments qui sont totalement faux, qui sont spécifiques et faux, mais cela se base sur un système généralisé où tout était en gros jamais vrai. Donc, c'est-à-dire que là, on n'a pas parfois des actualités qui disent les faux alors que à la base tout était vrai. Non, tout était totalement approximatif et donc parfois on a aussi des choses qui sont totalement fausses. Est-ce Alors, que, juste pardon, quand tu parles de rough news, tu parles de rough genre ROUGH, oui, écrit oui, en. Oui, ok. oui, oui. Et donc tu vises, par exemple, les comptes d'actualité qui doivent être les premiers pour avoir le meilleur taux de reach et le meilleur taux de partage, doivent être les premiers à partager l'information. Et donc du coup, bah, l'information, elle est jamais vraiment vérifiée ni vérifiable toujours ou c'est complexe. Et donc du coup, pour l'illustrer, nécessairement, tu es obligé de faire appel à quelque chose de très vague. Oui, tout à fait, mais pas que ça, hein. Alors, je parle des rough news visuelles plus spécifiquement. Ouais. Alors, l'exemple du bateau des migrants est un exemple des rough news visuelles. C'est-à-dire que là, on parle du migrant et on montre un bateau. Donc là, c'est quelque chose de très approximatif, c'est un stéréotype. Mais à la base, c'est quelque chose qui fait une approximation visuelle dans un phénomène d'actualité. Alors, on peut avoir une approximation qui n'a aucun intérêt, qui ne produit aucun problème. Je ne sais pas, je parle de la Côte d'Azur et je montre une image des calanques de Marseille. Mhm. C'est pas très grave, plus ou moins, on ne sait pas trop où s'arrête la Côte d'Azur. Dans ces cas, ça produit aucune conséquence sociétale, disons. Mais lorsque je représente les migrants comme un clandestin, par contre, on a une conséquence. Sauf que ça, c'est ce qui se passe tout le temps. Donc, on a tout le temps cette approximation. Donc, est-ce que l'approximation est produite par des instances qui sont intentionnellement
soi-disant méchantes. Il y a Fuller et Goff qui parlent des evil media, euh, Ouais. comme donc par exemple Steve Bannon qui essaie de manipuler l'information, ou est-ce que finalement ces gens-là ne font que naviguer dans un système qui essentiellement nous porte à produire des choses de ce type? Moi, je pense que l'infrastructure en soi, euh, à cause justement, comme tu dis, on a besoin, on n'a pas assez d'argent pour aller filmer partout. On a ces banques d'images. On doit aussi occuper une certaine durée parce que cela fait partie de l'enjeu et de ce que les gens sont habitués à voir. Eh bien, tous ces systèmes-là portent à des conséquences que l'on voit aujourd'hui. Et d'où vient tout ça? Voilà, ça c'est. La question sur laquelle je vais t'emmener, la dernière question qui pour moi est centrale, c'est est-ce que sur le long terme, sur des événements qui peuvent être, qui peuvent relever de notre histoire commune européenne, parce que tu parlais par exemple de l'Union européenne, est-ce que ça induit une représentation commune, uniformisée du coup dans l'esprit des gens qui ne l'ont pas forcément vécu? C'est-à-dire que moi, la construction européenne, je l'ai pas vécue. Moi, quand j'étais en âge de voter, les principaux derniers référendums structurants en France étaient déjà passés. Je les ai connus via mes parents de manière très lointaine, et c'est marrant parce que j'en ai vu refaire quelques surfaces justement des images d'archives. Mhm. Euh, c'est un peu comme cet épisode avait été une parenthèse, et de toute façon, aujourd'hui en France, j'ai l'impression que personne ne remet vraiment aujourd'hui en cause l'adhésion à l'Union européenne, ce qui n'était toujours pas vrai il y a 10 ans. Il y a 10 ans, certains partis étaient encore anti-européens et voulaient quitter l'Europe. Est-ce que tu crois que euh, ça induit aussi une représentation collective, une représentation historique faussée en ayant, en fait, par biais de sélection? C'est-à-dire, s'il y a un biais de sélection des images, est-ce qu'il n'y a pas un biais de sélection aussi des séquences, d'une partie de l'histoire et de spécificités qui peuvent être locales, notamment parce que la construction européenne n'a pas été la même en France, en Italie, en Allemagne ou je ne sais quoi. Est-ce que, encore une fois, moi je parle pas d'intentionnalité, mais est-ce que dans nos esprits, ça induit une représentation qui est du coup en partie faussée et aussi orientée de ce qu'a pu être ce moment-là, ou cette histoire commune qu'on est en train de fabriquer en ce moment? Une forme de roman national même quelque part d'ailleurs. Alors, dans les cas de la construction européenne, il y a une série d'images qui sont assez institutionnalisées, on dirait. Et elles sont en partie institutionnalisées aussi par l'Union européenne. Donc, il y a des archives audiovisuelles à l'Union européenne qui essayent de regarder, de donner des images pour aider les journaux télévisés ou les médias européens à nourrir en fait les discours européens. Et donc, Donc ils ont leurs propres archives, ce qu'on est en train de dire. voilà, et ce sont toujours les mêmes. Ce sont ceux qu'on voit partout. Ce sont des archives euh, qui sont repris parce que parfois ce sont des images de la RAI, par exemple, Mhm. la signature du traité de Rome. Voilà. Mais donc il y a, comme tu dis, un roman avec des moments emblématiques qui sont le discours de Schuman, qui est la signature du traité de Rome, Maastricht, l'élargissement à Est, la chute du mur de Berlin. Tout ça s'oppose euh, dans les récits européens à la Seconde Guerre mondiale. Donc la Seconde Mhm. Guerre mondiale un peu vue comme l'anti-Europe. Non, l'Europe se constitue comme en opposition à la guerre, comme une non-guerre plutôt qu'une paix. Donc il y a la paix, les prix, les Nobel de la paix, et ainsi de suite. Donc, il y a ces éléments emblématiques qui sont réutilisés par, euh, dans mon cas, on a regardé les JT. Or, ce qu'on voit, donc, c'est une réduction, en fait, une sorte de sclérose de la diversité visuelle possible du récit européen, surtout dans les news, hein. C'est-à-dire qu'après, on a une grande quantité d'émissions à la télévision, sur Arte, sur les chaînes historiques. En Italie, il y a Historia, où les choses vont beaucoup plus loin et sont beaucoup plus approfondies. Mais si l'on regarde les news, où donc, on a des sujets qui sont très courts, avec des images que l'on récupère facilement là où on les trouve, et à un sujet aussi, l'Europe, qui est assez, pendant très longtemps, a été un sujet assez difficile à traiter. Les journalistes les trouvaient un journée pas très. Ouais. Et donc, on prêtait peu de temps à la recherche des contenus pour nourrir ce sujet-là.
dans les données, on voit que les sujets n'est plus un sujet, en fait, c'est devenu un acteur. Donc aujourd'hui, l'Union européenne, comme tu dis, un peu, elle est plus remise en question parce qu'elle est devenue un acteur des événements, chose que ce n'était pas le cas il y a encore il y a 10 ans, ça commence à l'être, mais il y a 20 ans, certainement, ce n'était pas le cas. Hmm. Mais donc la conséquence, en fait, c'est une réduction de la diversité visuelle. On a une réduction de la diversité visuelle et il y a pas mal de conséquences. Alors, par exemple, il y a les pères fondateurs. Donc, on voit très peu de femmes dans l'histoire européenne racontée par les JT. Euh, on voit beaucoup d'Europe, mais on voit très, très peu de ce qui se passe en dehors de l'Europe. Donc, toute la question coloniale est totalement occultée par cette histoire institutionnalisée par les images. Euh, donc, il y a pas mal des problèmes hein, dans cette construction. Pour résumer, du coup, cette sclérose de diversité visuelle, pour reprendre les termes que tu emploies, maximise quelque part et favorise des stéréotypes qui étaient déjà bien ancrés et qui continuent du coup de l'être, qui perdurent. Voilà, tout à fait. Je pense que effectivement, c'est un peu dans le cas de l'Union européenne. Personnellement, je me considère européiste, peu importe, mais disons que l'effet de propager certaines valeurs est peut-être moins problématique que l'effet de propager certaines images par Trump et J.D. Vance. Mais finalement, c'est le même système qui se met en place. C'est-à-dire que si l'infrastructure facilite la redondance Hmm. visuelle, finalement, c'est assez facile d'orienter les réusages des images pour consolider seulement certaines figures stéréotypiques. Ok. Et là, tu disais que tu allais travailler, du coup, tu travailles du coup désormais sur les rough news, hein, si je comprends bien, en tout cas ce système que tu es en train de développer. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire justement sur le champ de recherche sur lequel tu es actuellement et sur, au-delà de tout ce que tu as déjà mis, de tout ce que vous avez déjà mis dans ton champ spécifique en lumière, les choses sur lesquelles vous vous concentrez ou sur des évolutions sur lesquelles vraiment qui suscitent votre intérêt particulièrement Bah, aujourd'hui, voilà, on est en train de monter un projet qui est un stade de pré-projet. L'idée, c'est d'essayer de comprendre justement comment les répétitions euh, c'est, euh, se déroulent différemment sur différentes plateformes. Parce que donc là, Ok, la télévision, euh, j'ai fait des petites recherches, pas assez exhaustives, mais par exemple sur la question des migrants. Sur TikTok, on a une redondance qui est tout à fait cohérente avec la redondance télévisuelle que nous observons dans les JT à télévision. Or, ce qui m'intéresserait, c'est justement d'aller voir des sujets, des thématiques précises sur YouTube, TikTok, avec comme point de repère les données que nous avons déjà sur la télévision et essayer de voir, en fait, de mesurer même les niveaux de redondance et les niveaux de diversité. Essayer aussi de diversité, de développer en fait un peu un concept de diversité sémiotique un peu plus développé. Et du coup, isoler un peu quels sont les facteurs qui produisent plus ou moins innovation ou diversité visuelle dans les différentes plateformes à différents contextes. merci pour toutes ces informations qui rentrent particulièrement bien en complément avec la vidéo qui vient de sortir sur ma chaîne. Donc merci à toi d'avoir pris le temps C'est moi. de nous parler de tout ça.